Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. J'espère que vous allez bien à quelques jours des fêtes de fin d'année. En tout cas, joli programme cette semaine autour de l'actualité. La méthode Bayrou. Le nouveau Premier ministre tente d'imposer son rythme à Matignon, tout comme à Emmanuel Macron. On reviendra sur cet épisode mouvementé de sa nomination, sur la réalité des rapports entre les deux hommes, mais également sur ses premiers pas à l'Assemblée face aux questions des députés de la représentation nationale. Qui est François Bayrou pour vous, Michel Onfray? Un Européen convaincu, un homme du terroir, un fils de paysan qui incarne le bon sens, ou bien un politicien madré qui rêve du pouvoir depuis des années? J'ai hâte de vous entendre sur le sujet. Mayotte, dévastée par un cyclone, est en proie à une situation de chaos absolu. Les habitants de cette île clament leur désespoir après ce drame climatique, mais aussi face à l'abandon dont ils souffrent et qu'ils dénoncent depuis des années. Immigration incontrôlée, délinquance et pillage à plus haut niveau, bande de jeunes mineurs qui attaquent les habitants et les forces de l'ordre. Pourquoi cet archipel, qui pourrait être un paradis, est devenu un enfer? Vous nous direz ce que vous en pensez. Le pape François, qui était dimanche dernier en visite en Corse, vous a-t-il surpris, Michel? Le souverain pontife s'est exprimé à plusieurs reprises dans cette île baignée de soleil et de ferveur populaire. Il a évoqué la culture de la laïcité, qui ne peut pas, selon lui, s'opposer à la culture chrétienne. Il a aussi évoqué le sort des anciens, des seniors, que les familles abandonnent selon lui beaucoup trop souvent dans les EHPAD. Et puis aussi les enfants, la présence de centaines d'enfants l'a visiblement ravi. On va l'entendre s'en féliciter. Et puis alors que nous allons fêter Noël dans quelques jours, quelle place pour les traditions chrétiennes dans la vie des Français? Entre ceux qui s'en prennent aux crèches de la nativité installées dans ou à proximité des mairies, ceux qui veulent bannir les sapins ou les calendriers de l'Avent dans certaines écoles, sont-ils des ayatollahs de la pensée wokiste? Avons-nous perdu le sens de l'identité culturelle chrétienne française? Je vous pose la question dans un instant. Vous avez aussi voulu nous parler des dangers de l'intelligence artificielle, Michel, qui parfois permet de construire une post-vérité. Faut-il redouter l'IA ou l'apprivoiser? Va-t-elle prendre le contrôle de l'humanité? Vaste question. Et puis on évoquera cette vente d'objets personnels ayant appartenu au général de Gaulle, vente organisée à la demande de la famille de Gaulle. Montres, manuscrits, lettres, dessins, trains électriques. Au total, plus de 300 lots ont été vendus. L'État français en a préempté plus d'un tiers. Est-ce que vous êtes nostalgique et regrettez que ces objets soient vendus? On verra cela dans un instant. Voilà pour le programme d'aujourd'hui, mon cher Michel. On commence par François Bayrou, vous êtes d'accord? Vas-y. Le nouveau Premier ministre suscite déjà bien des polémiques. Nomination arrachée à un président à qui il a tordu le bras. Déplacement polémique à Pau lundi pour son conseil municipal plutôt que d'aller à la réunion de crise organisée à Beauvau pour évoquer le drame de Mayotte. Il y a eu beaucoup de questions qui lui ont été posées à ce sujet. On va écouter la députée de la France Insoumise, Mathilde Panot, lui reprocher ce déplacement à Pau. Écoutez puis la réponse de François Bayrou. La République doit porter secours par tous les moyens à Mayotte et à ses habitants. Dans ce contexte, monsieur le Premier ministre, vous n'auriez pas dû vous rendre à Pau pour conserver un mandat, mais à la réunion de crise de l'Élysée pour assumer votre nouveau rôle. Le mépris est éprouvé d'autant plus rudement quand la souffrance est là. Vous avez eu une petite phrase polémique à laquelle je voudrais répondre. Et c'est extrêmement simple. J'étais à la réunion de crise avec le président de la République. J'y ai participé de la première à la dernière minute. Simplement, j'y ai participé par visio, comme le ministre de l'Intérieur y a participé par visio depuis l'île de la Réunion. Parce que je suis obligé de vous dire que Pau, c'est en France. Si j'avais été dans une mairie du 7e arrondissement, ou la mairie de Neuilly, vous auriez considéré, madame, que c'était très bien. Voilà pour François Bayrou qui répondait à Mathilde Panot. Michel Onfray, comment vous jugez les premiers pas du Premier ministre? Ce qui est terrible dans cette aventure, c'est la politisation de cette affaire. C'est-à-dire d'abord, l'homme est quand même d'une grande arrogance, d'une grande suffisance et d'une grande prétention à croire que s'il y a des cyclones, c'est lui, s'il y a des tsunamis, c'est lui, s'il y a des tempêtes, c'est lui, c'est sa faute. Il y a trop de moteurs, il y a trop de comportements depuis la révolution industrielle, c'est le mâle blanc qui est responsable des déchaînements de la nature.
Et non, on n'est pas responsable de tout, on n'est pas coupable de tout, et il y a, depuis que la Terre existe, et je ne dis pas depuis que les hommes existent, il y a ce genre de choses. La Terre s'est construite comme ça, il suffirait de faire un peu de géologie juste au niveau 4e, quoi, au niveau collège, pour savoir que le climat, ça procède de la géologie. Bien sûr, il y a une part anthropique, mais il n'y a pas une part anthropique déterminante. De toute façon, personne n'a été capable de donner quelques chiffres que ce soit. Et là, ils sont tous en train de faire de la politique politicienne. C'est sidérant. Je rappelle quand même que quand Gérald Darmanin a voulu faire quelque chose en disant il y a des Comoriens qui viennent en quantité, et la gestion des Comores, c'est impossible parce que la moitié de la population est étrangère et c'est une moitié de population qui... À Mayotte, en tout cas, la moitié de la population. Oui, est absolument. étrangère. Et donc, quand il a voulu faire quelque chose, il y a tout de suite eu une magistrate qui, du syndicat de la magistrature, a dit que tout ça qu'on contrevenait aux droits de l'homme et qu'il ne fallait rien faire. Donc, on ne peut pas dire d'un côté, il ne faut rien faire et laisser les choses en l'état, et de dire, mais vous n'avez rien fait. Que faut-il faire, sinon? Donc, arrêtez de croire que quand il y a des typhons, on aurait pu s'en prémunir en faisant quoi? En construisant des écoles, en construisant des hôpitaux. On va parler de la situation à Mayotte dans un instant, Michel, parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui nous viennent de là-bas. Mais là, est-ce qu'il a fait un faux pas en se rendant à son conseil municipal de Pau pour symboliser le fait que c'est un homme du territoire, des terroirs attachés à ses habitants, plutôt qu'une élite parisienne? Il a fait une erreur ou pas? Ouais, lui, c'est un politicien retors depuis très longtemps, donc il fait de la communication. Simplement, il s'est trompé de communication. C'est pas un faux pas, c'est juste une erreur de communication. La communication, c'est je n'oublie pas la province parce que c'est sa vieille carte. Je suis un Girondin, je suis un Béarnais, je suis un paysan, je sais conduire un tracteur. Vous m'avez vu. Tout ça est vrai. Oui, c'est vrai. Mais comme combien de fois dans la journée, il y a des gens qui sont des provinciaux et qui vivent à Paris en permanence. Quoi. Donc ils sont béarnais de temps en temps. Et puis ils sont avec un tracteur dans Paris Match. Et puis on dit il sait conduire un tracteur, donc c'est un paysan. C'est de la com tout ça. Et cette façon de dire il y a les Jacobins à Paris et puis il y a les provinciaux dont je suis. Mais non, mais il est parisien comme tous ces gens qui nous font le coup de la province. Il y a Pau quand même, Michel Onfray. Les faits sont les faits. Oui, mais je veux pas avoir le détail de ses emplois du temps qu'il y passe et des délégations qu'il effectue. Simplement, il y a un moment donné où il faut comprendre que la France, les intérêts de la France sont supérieurs aux intérêts de Pau. J'aime beaucoup les Palois, j'aime beaucoup tout ça, le Béarn, tout ce qu'on voudra. Mais il faut savoir, on a dans un conseil municipal des adjoints, des premiers adjoints, on peut déléguer. Et puis peut-être éventuellement, puisqu'il nous fait l'éloge du télétravail, peut-être pouvait-il faire son... Il aurait pu faire la visio pour... Absolument, depuis faire la Paris visio pour ça. Je n'entends pas non plus les écologistes là, sur le coup de la trace carbone pour faire un aller-retour. Si, ils en ont parlé, vous inquiétez pas. Non, mais il y a tout ça aussi à prendre en considération. C'est-à-dire que quand ces gens-là n'avancent qu'entourés de conseillers, il n'y a pas un conseiller pour lui expliquer que ça risque de produire tel type d'effet plutôt que d'attendre que ça les produise, les effets, et que le lendemain, il soit obligé de passer l'essentiel de son temps, non pas à travailler, mais à désamorcer des polémiques. On va écouter maintenant François Bayrou expliquer que la situation actuelle, avec un budget de 2025 toujours inexistant, c'est le résultat direct de la motion de censure. Écoutez-le. Je plaide pour qu'on prenne conscience du fait, de l'exécutif aussi, et de ceux qui supplient l'exécutif de dépenser plus, ce qui arrive assez souvent. Je plaide pour que nous considérions ou que nous comprenions que nous sommes en situation de co-responsabilité. Et je vous assure que je vous suivrai dans ce sens dès l'instant que nous pourrons dépenser moins pour agir mieux. Et je crois que c'est possible. Je n'ai jamais cru que c'était dans la fiscalité que se trouvait la réponse à tous les problèmes du pays. Car si c'était le cas, si la prospérité, la croissance et pour tout dire le bonheur d'un pays était indexé sur la fiscalité, nous serions aujourd'hui le pays le plus heureux du monde. Voilà pour la situation budgétaire, et il renvoie la balle à ceux qui ont fait cette motion de censure, Michel Onfray. François Bayrou. Il faut avoir le sens de la causalité, d'une causalité un peu plus en amont. Quand même, il y a un personnage qui s'appelle Emmanuel Macron qui a dissous l'Assemblée nationale. On est d'accord. Donc, s'il y a vraiment un responsable, c'est lui, Emmanuel Macron. Puis un deuxième responsable qui s'appelle aussi Emmanuel Macron, parce que quand on dissout l'Assemblée nationale et qu'on n'a pas le résultat escompté, et qu'on dit vous aurez de toute façon quelqu'un qui ne correspondra pas à ce que vous aurez dit, c'est encore un deuxième personnage qui est responsable. Et comme par hasard, ce deuxième, c'est la même chose que le premier. Et puis s'il y en a un troisième qui est responsable, qui est le même que le second, le deuxième qui est le même que le premier, qui s'appelle Emmanuel Macron, c'est aussi celui qui est incapable de dire
il y a un blocage des institutions. Vous avez des gens qui disent aujourd'hui, oh, changeons d'institution. Mais non, changeons de président. Il y a juste un moment donné où il faudrait rappeler à ce monsieur que quand il y a l'esprit et la lettre de la Ve République, et quand on a perdu autant d'élections intermédiaires, quand on les a perdues et qu'à chaque fois qu'on les a perdues, on a dit au peuple, peu importe, je ferai le contraire de ce que vous m'avez dit. Il y a un moment donné où il faut expliquer à ce monsieur que peut-être il n'est plus nécessaire qu'il reste au pouvoir aussi longtemps, ou alors que s'il y reste, il apprenne à lire la Ve République, la Constitution de la Ve République. Je rappelle quand même que Bayrou et lui, c'est la même chose, c'est le même projet. Ça aurait été Ségolène Royal, c'était pareil. Ça aurait été le Cazeneuve, c'est pareil. Voilà, tous des gens qui défendent l'Europe avant la France, et c'est comme ça depuis des années. Vous avez noté un sondage publié par Public Sénat qui pointe la défiance des Français envers les institutions politiques. 85% des Français veulent réformer les institutions, 47% en profondeur, et 14% seulement sont pour les maintenir en l'état. Ça dit quoi quand même? Qu'aujourd'hui, même les Français se disent c'est peut-être nos institutions qui dysfonctionnent. Et ça, c'est dangereux. Ça dépend des questions du sondage. Vous savez, les questions, elles sont souvent posées pour qu'on puisse obtenir un certain type de réponse. Je crois que les gens ne savent plus très bien ce qu'est la Ve République, parce qu'elle était quand même très détruite. Ne serait-ce qu'en 92, avec le traité de Maastricht qui supprime la souveraineté nationale, qu'est-ce qui reste de la Ve République, qui était une constitution faite justement pour la souveraineté nationale. Donc on a fait des trous un petit peu partout, on a enlevé ceci, on a enlevé cela, et aujourd'hui on nous dit, ah oui, il faudrait peut-être changer les institutions. Moi je crois qu'il faudrait revenir aux institutions. Et qu'il faudrait revenir à la lettre et à l'esprit des institutions. Il y a quand même faire savoir à un chef d'État qu'il faudrait écouter les résultats des élections. Mais vous avez vu ce qui se passe en Roumanie? Le peuple vote, et puis on dit « Oh, mais il n'est pas bon, votre vote, vous avez été influencé par Poutine. Et tout ça est quand même un peu bizarre. Donc on annule le vote. Exactement comme l'Algérie, en son temps, avait annulé le vote quand les musulmans, les islamistes du moins, étaient présentés comme gagnants de cette élection. D'un seul coup, on se dit « Oh là là, mais c'est pas le résultat qu'on souhaite, donc on arrête les élections. » Et la Ve République, c'est aussi ça. C'est le référendum, ce sont les élections. Je rappelle que c'est le peuple qui est souverain. C'est pas Emmanuel Macron qui est souverain. C'est le peuple qui, via Emmanuel Macron. Et lui dit « Ma souveraineté, c'est moi-même. C'est mon ego, c'est ma personne. Et vous, allez à la niche, je ne veux plus vous entendre. » Alors, on est sur CNews et sur Europe 1 avec Michel Onfray. Évoquons maintenant clairement la situation à Mayotte, catastrophique, comme je vous le disais, avec un cyclone qui a dévasté une île extrêmement pauvre. Écoutez le témoignage de cette habitante qui raconte le spectacle de désolation qui l'entoure. C'est vraiment un paysage de guerre autour de nous. Moi, autour de moi, là, je reconnais plus rien. En fait, il n'y a même plus un arbre, les collines. Il n'y a plus un brin d'herbe. Enfin, c'est impressionnant. Et en fait, c'est assez paradoxal. On a d'un côté une solidarité énorme, beaucoup de gens qui s'entraident partout dans les quartiers. Et à côté de ça, il y a des pilleurs qui en fait, profitent des maisons qui sont abandonnées pour tout dévaliser. Donc, en fait, c'est complètement paradoxal. Voilà, ils sont abandonnés, les habitants de Mayotte, c'est ce qu'ils disent, Michel Onfray. Toutes les plaies semblent tomber sur cet archipel qui pourrait être un paradis. Oui, c'est et la nature humaine. Et la nature, c'est-à-dire que ça fonctionne comme ça, la nature se moque bien des hommes et de ce que les hommes font ou ne font pas. Il y avait la nature avant les hommes et il y aura aussi la nature après les hommes. Donc il faut arrêter de croire que les hommes sont responsables du fonctionnement de la nature, cette espèce d'arrogance occidentale que ces gens-là critiquent d'ailleurs. Ils critiquent l'arrogance occidentale en manifestant une arrogance occidentale en disant ce sont les hommes qui sont responsables de ça. Ça, ce sont les effets de la nature. Et les effets de la nature humaine, oui. C'est aussi ça, c'est-à-dire que vous avez le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et vous avez des maisons ravagées, il suffit de rentrer, il n'y a plus de police, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de possibilité d'arrêter ou d'interpeller les gens ou de les contrôler. Donc vous venez, vous prenez, etc. Et puis vous embarquez. Il n'y a rien, hélas, de très étonnant. Est-ce que l'État français est responsable de tout ça? On enlève la catastrophe climatique. Est-ce que l'État français est responsable de la situation à Mayotte? Écoutez, à chaque fois... La réponse, non. À chaque fois qu'il y a des catastrophes, regardez au Maroc, quand il y a eu ce tremblement de terre, regardez en Espagne, quand il y a eu ces inondations, on trouve un bouc émissaire et on dit, voilà... C'est l'État. On touche pas trop au roi au Maroc, mais en Espagne, en revanche, vous avez vu comment les gens se sont comportés avec le roi. Il lui jetait de la boue, il était sale, enfin, il était au milieu des gens, et en gros, c'était lui qui était responsable et coupable de tout. Ça suffit un peu, quoi. C'est vrai qu'on peut toujours imaginer que le roi, il a les pleins pouvoirs, il peut tout ce qu'il veut, le roi du Maroc ou le roi d'Espagne, ou Emmanuel Macron, ou le président de la Ve République, pour parler un peu plus en amont, mais il faut arrêter. Non, c'est ainsi. On ne peut pas non plus empêcher la mort des vieillards, on ne peut pas empêcher le cancer, on ne peut pas empêcher... non, mais sur l'état de délabrement de l'île, je parlais de l'immigration, je parlais de l'insécurité qui préexistait bien avant ce cyclone, le fait qu'il n'y ait pas d'eau potable, le fait qu'il y ait un problème d'approvisionnement, que la vie est plus chère là-bas, alors que c'est un département français. Oui, bien sûr. Bah oui, ils ont même demandé, eux, explicitement... Oui, ils ont voté pour l'être et à être français. Simplement, il y a le problème des Comoriens. Et le problème des Comoriens, c'est en tout petit ce qui se passe à Toulouse.
simplement pour la France. Quand vous avez la possibilité d'arriver avec des bateaux, de vous installer, de dire on est ici, et puis de dire de toute façon on est tellement ici qu'on l'est par la force des baïonnettes, plutôt des machettes là pour le coup, et d'imposer la terreur, c'est pas non plus complètement la responsabilité de l'État français, ou alors de dire oui, il y a un problème, mais est-ce qu'un homme politique sera capable de dire, en dehors de ceux qui en font un peu commerce, que l'immigration est un problème, et que c'est un problème par exemple à Mayotte, quand c'en est un aussi à Marseille, et que c'en est un aussi dans pas mal de villes françaises, et de dire prenons ça à la racine, peut-être Bruno Retailleau, peut-être y aura-t-il une loi sur ce sujet-là, mais on peut pas dire laissons venir des gens qui vont pouvoir faire tout et n'importe quoi, et dire après, on devrait mettre un peu de police, ça ne suffit pas. Gouverner, c'est aussi prévoir, c'est de se dire que si on fait rentrer des gens qui vont se comporter en délinquants, il y aura de la délinquance. Et les responsables, ce sont ceux qui, droite et gauche confondus, disent c'est un grand territoire européen, ou les syndicats de la magistrature, c'est-à-dire Mélenchon, les siens et le Parti socialiste, etc., qui font savoir que le premier qui commence à faire quelque chose, comme Gérald Darmanin, c'est d'ailleurs plus facile de commencer là que de commencer à Marseille, avais-je dit en son temps, de stigmatiser Gérald Darmanin, à qui on a dit, vous arrêtez, c'est anticonstitutionnel presque, c'est un génocide, c'est un ethnocide, je veux pas avoir de page de libération contre moi, donc je fais marche arrière. Donc il y a des responsabilités mélangées. Tous les gens qui n'ont pas voulu voir que nous avons fabriqué Mayotte comme Mayotte est actuellement, sont des gens qui sont coupables et responsables. Pour le coup, c'est la droite, c'est la gauche. C'est pas seulement Emmanuel Macron, mais ce sont tous ces gens qui ont laissé faire et qui aujourd'hui donnent des leçons de morale en disant on aurait dû, il aurait fallu, etc. Je vous rappelle que quand ça se passe au Maroc ou quand ça se passe en Espagne, il y a exactement le même type de problème et le même vieux fonctionnement du bouc émissaire en disant on a trouvé un coupable, un responsable. C'est soit l'État français, soit Emmanuel Macron, le roi d'Espagne ou l'État du Maroc, on dira. Michel Onfray, on évoque la violence, l'insécurité. On a eu un nouvel épisode de violence entre adolescents à Paris. Un adolescent de 16 ans a été tué devant le lycée Rodin, dans le 13e arrondissement de Paris. Règlement de compte entre bandes rivales. On n'en finit pas de cette violence endémique des jeunes. On va juste écouter un témoignage, celui du concierge du lycée qui est intervenu très vite pour tenter de porter secours à la victime. Écoutez-le, témoignage recueilli par Fabrice Elsner. J'ai un copropriétaire de la tour qui était à l'extérieur et donc qui a appelé mon épouse. Donc mon épouse est sortie, elle a vu, elle est venue me rappeler moi en me disant il y a un jeune qui est tombé dehors. Donc je suis sorti et j'ai été directement sur la personne, le jeune. Et il y avait une infirmière qui était là, qui était en train de lui faire le massage cardiaque. Moi j'ai pris le relais et on s'est reliés en fait jusqu'à l'arrivée des pompiers. Une fois que les pompiers sont arrivés, ils ont pris le relais et ils se sont occupés de la personne. C'est jeune, hein, je suis papa moi aussi, donc je sais ce que c'est un enfant. C'est un enfant. Cette violence entre jeunes, elle dit beaucoup de notre société, moi je trouve, Michel Onfray. Elle dit beaucoup de l'éducation nationale. De l'éducation et des parents aussi. Et j'allais ajouter, c'est-à-dire comment avons-nous fabriqué ces jeunes garçons qui sont sans foi ni loi et qui sont capables de vous tuer au coup de tournevis, à coup de machette, à coup de marteau. Il y a quelques temps, des gamins qui se tramadent avec des marteaux, qui tapent avec des gens sur des marteaux. Avec des marteaux, je veux dire. Des haches, à coups de hache, dans le métro, on a eu ça il y a quelques jours. Que s'est-il passé ? Bon, on sait bien. Maintenant, que va-t-on faire ? Le problème avec ces gamins-là, c'est que là, pour l'instant, ils sont en liberté, je crois. On est loin des sauvageons de Jean-Pierre Chevènement, là. Jean-Pierre Chevènement, quand il disait ça, tout le monde l'agressait. Je me souviens, y compris de Bernard-Henri Lévy, qui est toute la gauche morale à l'époque, Julien Drey et quelques autres, qui disaient quel fascisme, Jean-Pierre Chevènement, qui nous parle de sauvageons. Il parlait de sauvageons. Et Jean-Pierre, il connaît bien la langue française. Hein. Le sauvageon, allez voir, c'est un terme d'horticulture. C'est pas seulement le petit sauvage. Il jouait aussi sur ça, parce qu'il avait l'intelligence, il a toujours d'ailleurs, l'intelligence qui lui permet ça. Mais voyez le temps passé, à dire, vous n'avez pas le droit de nommer. Si vous nommez, vous êtes un fasciste. Ouais. Et là, le problème, c'est plus de savoir s'il faut nommer, c'est de voir la réalité. Qu'est-ce qu'on en fait de ces gamins-là ? Il faut les resocialiser. Comment est-ce qu'on les resocialise ? Il n'y a pas d'endroit pour les resocialiser. Puis il n'y a pas de projet pour les resocialiser. Les projets, c'est quoi ? C'est des heures de travaux d'intérêt général. C'est-à-dire, ils vont repeindre des barrières et on va leur faire un stage de citoyenneté en leur disant, bon, je suis psychologue, tu peux me tutoyer, on va se tutoyer ensemble, tu comprends que ce que tu as fait, c'est pas bien, etc. Et donc, il est là avec sa capuche, il mange son chewing-gum, il dit ouais, et puis il attend que le temps passe, éventuellement il sort son téléphone et il joue, et que va dire l'éducateur ? Oui. Il faut arrêter. Il n'y a rien de fait pour que ces gamins-là cessent d'être ce qu'ils sont, et quand ils sont ce qu'ils sont, comprennent que finalement il y a autre chose à faire dans la vie que de se comporter comme ça. Il y a aussi la question de la responsabilité des parents. Est-ce que c'est encore éduqué ? La responsabilité de l'État. Vous avez des parents qui... Tout ne ressort pas de l'État. L'État n'est pas responsable de tout. Je vous assure que si vous craignez... Je parlais tout à l'heure du Maroc, j'y étais il y a quelques temps, moi on m'a expliqué que si vous touchez un policier, c'est 10 ans de prison. Toucher,
C'est même pas à frapper, tabasser, etc. La personne est sacrée. Imaginez, vous avez eu il y a une époque un certain Jean-Luc Mélenchon qui dit « La République c'est moi, etc. » Et le premier policier qui dirait « La République c'est moi », aujourd'hui, on dirait encore un qui vote au Rassemblement National, il faut virer ce type de la police, c'est la racaille fasciste qui, etc., etc. Mais ça devrait être ça. On devrait pouvoir dire d'un policier, d'un gendarme, d'un militaire que la République, c'est lui. C'est justement comme ça que ça fonctionne. Et que, dès qu'on touche, on peut toucher la main, peut-être encore que, pourquoi pas. Non, rien, on ne touche pas, point à la ligne. On ne touche pas la reine et on ne touche pas le roi non plus d'Angleterre. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire recréditer la force publique de sa puissance républicaine. En disant, voilà, il y a des gens auxquels vous n'allez pas toucher. Y compris même des gens qui auraient des uniformes. Je songe aux contrôleurs de train, je songe à plein de gens, aux douaniers, bien sûr. Enfin, pompiers, bien sûr. Et une volonté. Il faut une volonté, puis par la suite, il faut être crédible. Si vous dites, qu'est-ce que je risque finalement, un bracelet électronique, qu'est-ce que je vais faire avec mon bracelet électronique? J'irai voir mes potes, on continuera. Ou un travail d'intérêt général, oui, ou un rappel à la loi. Oui, et il ne le fera pas. Ou un stage de citoyenneté. Oui, il y a eu des rappels à la loi célèbres, pas seulement avec des racailles de banlieue. Et on voit bien que ça permet de continuer à faire carrière, je ne donnerai pas de nom. Mais on voit bien qu'il y a un effondrement du système judiciaire, qu'il n'y a plus de pensée. Vous savez bien que quand on essaie de penser cette question-là, on revient toujours à une théorie de la loi, et la théorie de la loi, aujourd'hui, elle est 68arde. C'est Michel Foucault qui faisait la loi auprès de Badinter, et on n'a pas touché à ça. Et c'est le syndicat de la magistrature qui a hérité de cette théorie, qui consiste à dire que le délinquant est un gentil, et celui qui se fait voler, de toute façon, c'est un méchant, puisque si on le vole, c'est qu'il possède, s'il possède, c'est un propriétaire, c'est un salaud. Donc il y a une possibilité, il devrait y avoir une possibilité de repenser aujourd'hui la question de la justice, pour éviter de mettre en prison des gens qui ne méritent pas de s'y trouver, et des chauffards alcoolisés qui ont été pris 3 fois en train de boire, enfin après avoir bu au volant, ce genre de choses, et puis d'autres qui sont des trafiquants de drogue, des vrais voyous, voilà, des pédophiles, et puis d'autres qui, etc., etc. Donc pour le coup, il faudrait penser, mais penser, c'est pas vraiment ce qui intéresse les politiciens. Ils veulent être élus, et quand ils sont élus, être réélus. L'idée de s'entourer de gens qui leur permettraient d'avoir un programme, et qu'on puisse dire, ah, celui-ci, c'est pas celui-là, c'est pas non plus cet autre, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, elle est où la pensée? Elle est à Maastricht, elle est à Bruxelles. Elle est malheureusement à Bruxelles. On fait une petite pause, Michel Onfray. On se retrouve dans un instant dans CNews et Europe 1. On va parler de Noël, on a quelques encablures de Noël, du pape François. Vous n'avez pas évidemment manqué sa visite. Et puis on va parler aussi de Gaulle, évidemment, le général. À tout de suite. Et on se retrouve dans Face à Michel Onfray pour la seconde partie sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va parler de Noël, des traditions chrétiennes de notre pays. Un tout petit mot quand même de la visite du pape François en Corse. Ça a été un événement assez exceptionnel, une grande liesse, une grande joie partagée par les Corses, parce que c'était une visite placée sous le signe de la piété populaire. Il a évoqué un certain nombre de choses. Le pape, on va d'abord l'écouter, parler des enfants. Il a été très surpris de voir qu'il y ait autant d'enfants autour de lui. Écoutez ce qu'il en a dit. Je voudrais souligner une chose. Avez-vous vu le nombre d'enfants en Corse? C'est une terre qui fait des enfants. Pensez à d'autres voyages où vous ne les avez pas vus. Que ce soit au Timor oriental ou ici, j'ai été heureux de voir un peuple qui fait des enfants. C'est l'avenir. Et je vous remercie beaucoup pour votre travail. Merci. Voilà pour le pape dans l'avion de retour. C'était Air Corsica qui l'a ramené jusqu'à Rome. Il a dit, alors ça évidemment, il souligne la vitalité démographique de la Corse, parce qu'il sait bien que le grand enjeu des pays occidentaux, c'est la chute de la natalité. Il a parlé aussi beaucoup des aînés. Il a dit, occupez-vous de vos aînés. Ils sont la sagesse du peuple. Vous êtes d'accord avec ces notions ? Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait de faire des enfants. Je ne pense pas qu'il en ait fait beaucoup. Et je ne pense pas que quand on est... Michel, enfin. On en fasse beaucoup. Non, mais c'est la théorie du célibat qu'il faut poser aussi sur cette question-là. Jésus n'a jamais invité à être célibataire. C'est Saint Paul qui invite à l'être. Ok. Mais là, sur la question de la natalité. S'il veut qu'on fasse des enfants, il faudrait peut-être qu'il s'en occupe autrement. Moi, je veux juste te dire une chose. J'étais en Israël il y a une dizaine de jours. Eux aussi font beaucoup d'enfants. Et ils ont bien raison, parce qu'un peuple qui croit à son identité fait des enfants. Il croit à son identité, donc il croit à son fils. Je parle du peuple corse, pour le coup. Il pense à son avenir, il croit à son avenir, il sait qu'il a un passé. Il y a une tradition forte en Corse, on le sait, des traditions. Des traditions culturelles, linguistiques, culinaires, des traditions littéraires même. Il y a un droit
un vieux droit, enfin le droit de la vendetta. Moi, j'ai travaillé cette question-là à une époque. Il y a une identité corse, c'est évident. Comme il y a une fierté, et puis une fierté. Ah, ça, c'est sûr. Et ils ont bien raison. Ils ont raison. Mais bien sûr, comme les Bretons ont raison d'être fiers, et comme les Normands n'ont pas raison de ne pas l'être, et comme probablement les gens de Savoyard. Mais le sont-ils un peu. Donc il a raison sur cette question de faire des enfants. Mais c'est une question de démographie. Elle a bien été abordée par Pierre Chaunu, démographe et historien important de Caen, qui a travaillé, qui vivait à Caen, qui connaît bien son fils Emmanuel, qui est un dessinateur aujourd'hui. Et il a abordé cette question de la démographie. Et le pape a raison d'aborder la question de la démographie de cette manière-là, en disant, si vous faites des enfants, c'est que vous avez une santé identitaire. Faire des enfants, c'est manifester une santé identitaire. Sur la question des anciens, il a raison. Eh oui. Il le rappelle une évidence. Occupez-vous de vos anciens, ne les abandonnez pas dans les EHPAD. Moi, j'ai connu une époque, quand j'étais enfant, où les parents âgés, enfin pas forcément âgés, mais malades, on pouvait être plus facilement malade rapidement, vers la soixantaine, dans une vieille personne, et on était chez les enfants, pour le meilleur et pour le pire, mais on était, les parents, ils étaient dans les maisons familiales. Aujourd'hui, ils sont dans des usines à crever, comme disait Tachant, qui était un chanteur que j'aimais beaucoup. C'est terrible. Après, Michel, on sait aussi que le grand âge pose d'autres questions aussi sur le long terme aux familles. L'espérance de vie s'allonge et le grand âge et les maladies, notamment de démence sénile, posent des vrais problèmes aussi aux familles. Vous savez, les familles qui sont promptes à envoyer pépère et mémère à l'EHPAD, elles sont promptes aussi à aller chez le notaire rapidement quand l'héritage est là. Ah oui, c'est-à-dire que c'est pas antinomique, oui. Non, c'est même plutôt comme ça que ça fonctionne. Si on se débarrasse des personnes âgées rapidement, en se disant, bon, ça ira, on ira la voir de temps en temps, mais quand même, le jour où il y a la mort, alors là, pour le coup, au notaire, on pose les bonnes questions, en disant, bon, finalement, il y avait combien dans le coffre ? Donc, il y a des droits et pas de devoirs. Il y a le droit d'hériter des grands-parents ou des parents, mais il n'y a pas le devoir de s'occuper de ses parents. Moi, ma mère vient d'avoir 90 ans, 1er novembre. Et on l'embrasse. Ben oui, puis elle nous regarde. Mais j'ai plaisir, moi, à honorer mon père et ma mère, comme on disait jadis, et comme on nous apprenait à le faire. Et donc, on ne le fait plus aujourd'hui. C'est vrai. On a fait la visite à ses parents, puis on dit, bah, il me reconnaît pas, ou je sais pas quoi. Mais personne n'envisage de garder les anciens à la maison. En France, c'est vrai. C'est plus ça en Italie, en Espagne, au Portugal, en les anciens. Mais tradition moins méditerranéenne, tradition méditerranéenne, tradition arabe. Les Arabes ont une grande, et islamique et musulmane, une tradition où on s'occupe de leurs anciens. Ses parents, et puis on honore ses parents. On les honore. On les honore. Alors, vous avez été choqué, Michel, par des photos de Madonna et du pape François. Alors, des photos trafiquées, fabriquées par l'intelligence artificielle, on va quand même le noter, parce que la star de la pop s'est amusée avec l'intelligence artificielle à inventer des clichés du pape collés serrés contre elle. Ça vous a choqué ? C'est la reine de la provoque. Oui, non, c'est pas choqué. Je ne vous aurais pas repris sur le mot, mais je vous reprends parce que vous allez-y, reprenez-moi. Sur le mot. Non, ça m'a pas choqué. Ça m'a justement interpellé d'un point de vue intellectuel, en me disant, mais on ne croira plus les images. Maintenant, c'est clair, c'est très clair. On peut fabriquer les images qu'on veut. D'ailleurs, j'ai un livre à paraître là bientôt et on m'a dit, ça fait longtemps que tu t'es pas fait photographier, donc on a pris un contact avec une photographe qui m'a photographié. Puis alors après, sur son ordinateur, elle m'a dit, on va enlever ceci, enlever cela. On vous a retouché, Michel Onfray. Oui. Et donc, je n'ai pas consenti au fait qu'on me retouche. Et j'ai dit non, c'est moi, c'est comme ça. Elle dit là, les petits poils, vous les voulez ? Je dis non, ça c'est parce que je me suis mal rasé pour les enlever. Mais ceci dit, pour le reste, un peu, le double menton, les rides, les machins, je dis non, vous laissez, c'est comme ça, on va pas faire semblant. J'ai la tête que j'ai, et puis voilà. Donc, c'est pas la vérité, une photo retouchée. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler à vous qui êtes patronne de presse, mais vous savez bien, nombre de photos sont retouchées. Parce qu'il faut que ce soit à l'avantage de tel ou tel. Et ça veut dire que la post-vérité dont nous parlons en philosophie, on dit Nietzsche, la post-vérité, etc. Ça paraît compliqué, on pourrait faire une petite dissertation sur l'origine philosophique de la post-vérité, sauf que la réalité, c'est ça. C'est-à-dire que, peut-être un peu trivial, mais elle est quasiment en train de faire un French kiss au pape, cette dame avec une photo qui est d'une saisissante de vérité ou de réalité. Alors c'est vieux, quand le communisme estimait que le camarade Trotsky n'était plus présentable, on l'effaçait sur les photos. C'était un vieux travail de photographe, au moment où on faisait les tirages, on effaçait et puis il n'y avait plus rien. Donc c'est vieux cette histoire. C'est même vieux quand on repeint, on fait des repentirs, les braguettonnés, enfin ceux qui faisaient des braguettes par exemple, à Adam qui était tout nu, on se dit cachez-moi ce sexe que je ne saurais voir, et il y avait des peintres dont le boulot consistait à faire passer une feuille comme par hasard juste au bon endroit.
Donc l'idée de cacher la réalité parce qu'elle est choquante, ou éventuellement de fabriquer une autre réalité, voire de critiquer une réalité parce qu'elle se bat, cette femme, contre la politique du corps, disons-le comme ça, sexuel, de l'Église, en disant, ben voilà, je fais une provocation. Et c'est toujours le problème que j'ai avec le fait de blesser des gens, donc le fameux droit au blasphème. Moi, je suis pour le droit au blasphème, mais pour le devoir de ne pas en user. Parce que on peut blesser des gens, on peut blesser des croyants. Alors, je sais que moi, j'ai pu blesser, par exemple, des croyants en écrivant ma théorie de Jésus ou mon traité d'athéologie, mais je ne savais pas qu'on pouvait blesser des gens en mettant en doute l'existence, enfin, en disant que Jésus n'avait pas existé historiquement, mais qu'il était le produit d'un assemblage textuel à partir de l'Ancien Testament, mais j'ai pas fait des choses volontairement pour blesser. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut faire des photos comme celle-ci pour nuire. Et c'est ça qui est plus problématique. C'est-à-dire que vous faites se rencontrer des gens en disant, mais vous avez vu, je sais pas, telle personne politique, elle serrait la main de Bachar el-Assad. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est peut-être vrai, mais ça peut être aussi faux. Et ça va très vite, une photo. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut prendre le contrôle de l'humanité ? Elle le prendra. C'est évident. Et tous ceux qui aujourd'hui nous disent bah non, elle peut pas faire ceci, elle peut pas faire cela. Oui, je dis souvent que le premier qui traverse l'Atlantique ou qui traverse la Manche en avion avec du Balzac, avec des choses comme ça, Blériot et autres, ce sont des gens qui sont séparés de 60 ans du vol du Concorde. C'est-à-dire d'un vol supersonique qui permet d'emmener, de faire un vol commercial. Donc 60 ans, c'est pas grand-chose. Et là, ça s'accélère. Mais quand il y aura 60 ans d'intelligence artificielle, vous verrez ce qu'elle sera capable de faire, l'intelligence artificielle, parce qu'elle se nourrit d'elle-même. Donc moins les gens connaissent, moins elle est puissante, plus ils connaissent, plus ils l'utilisent, plus elle est puissante, puis on aura des calculs, des ordinateurs quantiques ou des choses comme ça qui font que ça pensera aussi vite qu'un humain, ce genre de machine. Puis quand on dira à cette machine, pense par toi-même, c'est l'apprenti sorcier, vous savez, le balai qui finit par fonctionner tout seul, eh bien, il y a un moment donné où on ne pourra plus retenir tout ça. Parce que il y a du bien, il y a du mal dans cette intelligence artificielle. Elle est capable de faire des choses extraordinaires. Elle peut calculer des planètes et découvrir des planètes. Elle peut faire des diagnostics médicaux et les faire beaucoup mieux que les 100 meilleurs médecins français ou planétaires, par exemple. Elle peut trouver des choses. Elle peut trouver des molécules. Elle peut, à partir de l'ensemble des molécules qui existent, inventer des médicaments que les humains n'auront pas trouvés. Donc ça, c'est formidable. Mais si ça n'est pas soutenu par la morale, c'est comme toujours, c'est pareil tout le temps, quoi. C'est la fameuse « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », disait Rabelais. Eh bien, c'est ça. Une science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Si vous dites « oh, l'intelligence artificielle, c'est formidable », s'il n'y a pas d'éthique derrière, eh bien, ça va être la pire des choses. Donc, s'il n'y a pas de règles... Et il y a des éthiques, vous savez, qui sont sans effet sur un certain nombre d'esprits sataniques, disons-le comme ça. Michel Onfray. On est sur CNews et sur Europe 1 avec vous, Michel Onfray. Parlons quand même des traditions chrétiennes, parce que on est à quelques jours de Noël et il y a de nombreuses mairies qui sont encore l'objet de recours juridiques après l'installation de crèches ou dans les mairies ou juste à proximité. Je pense notamment à Robert Ménard, à Béziers, qui chaque année installe cette crèche parce que voilà, il y a des milliers d'habitants de sa commune qui viennent visiter cette crèche de la Nativité, quelle que soit leur religion, parce que voilà, c'est important. Est-ce qu'il y a un acharnement à lutter contre les symboles chrétiens aujourd'hui dans notre pays, Michel Onfray ? Évidemment, de la part de militants qui sont minoritaires. Parce que moi j'ai plein d'amis athées qui ne croient évidemment pas en Dieu, mais qui, ayant des petits-enfants par exemple, c'est mon cas, peuvent faire un sapin, mettre des boules, faire une crèche, etc. en disant, bon, c'est culturel, mais c'est aussi culturel. Mais tous ceux qui nous disent que, y compris Jacques Chirac, qu'il n'y a pas de racines judéo-chrétiennes à la France, sont des gens qui vont dans ce sens-là. Et le pape a dit des choses intéressantes en dehors de la démographie. Il a parlé d'une redéfinition de la laïcité. C'est très intéressant. J'ai oublié de vous interroger là-dessus. Oui. Et pas grave. Il dit qu'il ne faut pas opposer la culture chrétienne à la culture laïque. Eh bien voilà. Et moi, je trouve intéressant qu'on puisse dire ça se repense un concept. J'ai fait ma thèse avec une professeure de philosophie juridique, Madame Goyard, et donc on a travaillé la question de la philosophie politique et juridique, et elle a vu une espèce de religion de la loi. Et moi, je lui disais toujours, moi j'ai la religion du peuple. Et la loi, c'est le peuple. La loi, elle se défait. Elle se fait, elle se défait. Jadis, on envoyait sous la guillotine les femmes qui étaient des avorteuses, comme on disait. Et aujourd'hui, on rembourse l'avortement avec la sécurité sociale. Donc, il s'est passé des choses entre deux. Et heureusement qu'on a touché à cette loi, comme on a touché à d'autres lois. Donc, on doit pouvoir aujourd'hui toucher à des lois. Et quand on dit, 1905, la séparation de l'Église des Églises et de l'État, on dit, oui, mais 1905. Combien y avait-il de musulmans? Combien de mosquées en France, etc., etc. Et donc, il y a à réfléchir sur ce concept. Il est ancien, mais il faut le penser de manière nouvelle. Alors, il y a toujours la laïcité très étroite, genre aucun signe. Et là, ça devient problématique. Moi, je ne veux pas que, par exemple, on puisse ne pas porter la kippa en France.
Et d'une certaine manière, le voile, c'est la même chose. Moi, je dis, le voile, ce qui est important, c'est ce qu'on a dans la tête. C'est pas ce qu'on a sur la tête. Je connais des femmes qui portent le voile et qui ont une tête bien faite, intelligente, républicaine et française. Et puis d'autres qui ne portent pas le voile, d'abord parce qu'ils sont des garçons, et qui, eux, sont des gens qui détestent la France, la République, etc. Si on veut pacifier, il faut effectivement que la laïcité soit repensée. Et repensée à partir des étymologies, repensée à partir de l'histoire, repensée à partir de l'évolution de la France, pour faire de telle sorte que ce soit pas oui à tout ou non à tout. Donc la République n'est pas en péril quand on a installé une crèche dans une mairie. Et puis par ailleurs, si un maire a envie de fêter la rupture du Ramadan, il peut le faire. Et quand le président de la République a allumé la bougie de Hanouka, par exemple, à l'Élysée, il y a des gens qui disent « ça se fait pas, c'est pas le lieu, etc. » Si, ça peut être le lieu. Quand les communautés sont diverses et multiples en France, un chef de l'État, c'est quelqu'un qui doit les respecter tous, et qui peut aussi les honorer tous, mais toutes. C'est pas celui qui, par exemple, dit « moi, je vais transgresser la loi millénaire qui permet et qui interdit, par exemple, à un roi ou un chef d'État d'aller parler dans l'enceinte de Notre-Dame. Notre-Dame. Vous voyez ce que je veux dire. Michel Onfray, je vous signale un article passionnant dans le JD News sur la Haute Autorité de la Santé. Voilà, le JD News avec le pape et le cardinal Bustillo en couverture. La Haute Autorité de la Santé s'apprêtait à délivrer des recommandations pour la prise en charge médicale des personnes transgenres dès 16 ans. C'est un article d'Elisabeth Keimer. Cela comportait une chirurgie de transition de genre dès 16 ans, sans évaluation psychiatrique, et surtout pire, la possibilité pour les parents de se voir déchus de leur autorité en cas de désaccord sur l'opération, avec prise en charge complète par la sécurité sociale. C'est le Figaro au départ qui avait révélé l'affaire, et nous avons continué à enquêter, et sur les 28 experts consultés par la Haute Autorité de Santé, sans surprise, 21 d'entre eux sont des défenseurs des droits des mineurs trans ou identifiés comme militants pro-trans. Pour l'instant, la HAS, la Haute Autorité de Santé, dit mais ce n'est pas, on ne va pas le faire, ce n'était que un document de travail. Qu'est-ce que ça dit quand même pour vous ? De la même manière que je disais qu'il fallait repenser le droit, qu'il fallait repenser le corps, qu'il fallait repenser la sexualité, repenser la laïcité, repenser même éventuellement la sainteté, etc. Il faut repenser la question de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte. C'est quoi un enfant aujourd'hui ? Infant, étymologiquement, qui ne parle pas. On nous dit, oh là là, mais il faut pas parler de sexualité aux enfants. Sauf que quand il s'agit d'en parler pour changer de sexe, on en parle. Et on dit d'un seul coup, tiens, c'est un être sexué. S'il s'agit de relations sexuelles entre un adulte et un enfant, alors là, c'est terrible. C'est très bien, moi je trouve très bien que ce soit terrible. Hein. J'ai critiqué. Bien sûr, mais il faut aussi... il faut l'enseigner ou pas, ça ? Oui, alors mais bon, la question, c'est autre chose. Ce qu'il faut faire, c'est définir à nouveau l'enfant en disant, préserver l'enfant et aider à construire son identité. N'aidez pas à déconstruire son identité. C'est-à-dire, si on dit... Moi, j'ai des amis qui me disent que dans leurs écoles, ils ont eu un jour une association militante qui est arrivée, qui a dit aux enfants, allez, les garçons à droite, les filles à gauche. Oh, pof, tout le monde, 100% des garçons sont allés du côté des garçons, 100% des filles sont allées à gauche. On a commencé à inquiéter les enfants en leur disant, t'es sûr que tu es un garçon, toi, et pourquoi tu es un garçon ? Et toi, tu es une fille ? Es-tu sûr d'être une fille ? Et pourquoi es-tu une fille ? Il n'y a pas des filles qui voudraient être des garçons, des garçons qui voudraient être des filles, les garçons qui voudraient être des filles, vous pourriez passer l'un, puis les filles qui pourraient être des garçons, etc., etc. Et là, d'un seul coup, vous imaginez ce qui se passe dans la tête d'un enfant. Je pense à mon petit-fils, à ma petite-fille. Vous pouvez facilement les troubler. Vous avez le devoir d'enseigner des choses droites aux enfants, claires et nettes. Donc oui, il y a une dysphorie de genre, ça existe. C'est un problème médical. Ça se soigne, et il faut accompagner ces gens. Il faut les accompagner très longtemps, c'est-à-dire toute la vie, d'une certaine manière. Ouais. Et puis, vous avez des dysphories de genre qui ne sont pas physiologiques, mais qui sont psychologiques et qui sont induites par des inquiétudes qui elles-mêmes sont problématiques parce que vous n'avez pas des parents qui vous aident, qui vous aiment, qui vous suivent, qui vous portent, qui vous aident à évoluer, qui vous éduquent, qui vous élèvent au sens étymologique. Élever un enfant, c'est le prendre là où il est, un petit animal, dès qu'il arrive, et puis faire de telle sorte que ça devienne un grand humain. Et il faut aider les enfants à traverser toutes ces difficultés, c'est difficile. Puis après, il y a les hormones, la puberté. Moi, je me souviens, les boutons, les poils de barbe. C'est un moment d'incertitude et il ne faut pas rajouter de la confusion. Absolument. Si vous avez un père qui vous dit non, etc., enfin, qui vous fait savoir que vous êtes un garçon, que ceci, ça se fait pas, c'est comme ceci, c'est comme cela, etc., vous dites, bon, ça m'échafaude, ça me permet de me construire un petit peu. Si vous avez des parents éventuellement des parents qui eux-mêmes, je ne vais pas faire une description pour les ridiculiser, mais enfin des parents qui vous disent, mais t'as raison, mon chéri, comment tu t'appelles Joseph, tu veux qu'on t'appelle Simone, on va t'appeler Simone, et puis voilà. Vous avez troublé le genre, il y a un trouble dans le genre. Si l'éducation nationale s'en mêle, si les médecins s'en mêlent, si on opère des gens alors qu'ils n'ont rien, si vous dites, oui, bien sûr.
Voilà. On passe dans autre chose. Ben oui. Michel Onfray, on garde quelques minutes pour parler du général de Gaulle quand même. Ah oui. Grande vente de souvenirs cette semaine pour près de 5,6 millions d'euros par sa famille, je précise. Il y a eu beaucoup de choses vendues, plusieurs centaines de pièces. Le musée des armées a utilisé son droit de préemption lors de cette vente aux enchères, avec le ministère de la Culture aussi. Je ne sais pas si on voit quelques photos. L'enchère la plus élevée s'est portée sur une montre LIP portée par le général de Gaulle dans les années 60, près de 537 000 euros quand même. Et puis il y avait des manuscrits, bien sûr, l'original des mémoires de guerre, des souvenirs qui provenaient de la succession de son fils aîné, l'amiral Philippe de Gaulle, décédé à 102 ans le 13 mars. Et une partie des bénéfices sera reversée à la Fondation Anne de Gaulle qui accueille et accompagne des personnes handicapées. Vous regrettez qu'on mette en vente ce type d'objet ou pas? Oui. Ou est-ce que c'est bien? Mais là, c'est les ministères qui ont récupéré un tiers des objets. Un tiers. C'est la seconde mort de l'amiral. L'amiral a gardé tout ça en disant que c'était un corpus homogène et que du petit soldat aux petits mots, aux lettres, etc., tous ces objets faisaient sens pour comprendre la pensée et la figure du général de Gaulle. D'abord, Madame de Gaulle, elle avait tout brûlé quand son mari est mort. Oui. Elle a brûlé le matelas, elle a brûlé la vareuse, elle a brûlé les képis, elle a brûlé tout ça en disant « je ne veux pas de fétichisme, je ne veux pas de reliques ». Formidable, épouse. Et donc, il y avait la possibilité pour l'État de classer en trésor de guerre. Non, en trésor national. Trésor national, oui. Trésor de guerre, non, on n'y est pas encore. En même temps. Et de dire, on préempte, on achète le tout, et ce sera au musée de Colombey, les deux églises. Je suis allé visiter il y a quelques temps, très précisément le 29 septembre, le jour de la Saint-Michel, avec mon ami Michel Drapier, qui fournissait le champagne du général, et on est allé visiter ce musée, comme on le fait régulièrement, et je me suis dit, mais c'est là que ça doit se trouver, cet ensemble, cet ensemble, la totalité. C'est-à-dire que dès que l'amiral est décédé, qui lui disait, ça a une cohérence, on garde, il y a eu un panier de crabes dans cette famille, où il y a tout et le contraire de tout, du bon et du moins bon, et du pire et du meilleur, et personne n'a été capable de dire, mais si nous pensions au général, et il n'y a pas eu un président de la République, ou un conseiller du président de la République, je ne parle même pas des fameux républicains qui ont le mot le général de Gaulle à la bouche dès qu'ils le peuvent. Il n'y en a pas eu un. On n'a pas entendu M. Ciotti, on n'a pas entendu M. Vauquier, on n'a pas entendu M. Le Maire, on n'a pas entendu même M. Sarkozy. Personne n'a dit, attendez, la tradition du général fait que... Enfin, l'idée que... Mais c'est la famille qui voulait, on ne peut pas empêcher... Oui, mais on trouve de là... Non, mais de donner un coup de fil à monsieur Macron pour lui dire, ce serait quand même bien que vous puissiez classer ça et faire de telle sorte que ce soit acheté par l'État. On fait des dépenses un peu plus inutiles que ça. C'est pas faux. Et faire de telle sorte qu'on ait dans ce musée de Colombey toutes ces pièces qui sont magnifiques. Bon. La montre comprise, mais pas seulement. Oui, la belle montre du général. Elle est pas belle en plus. Ah bon? Non. Bon, alors la montre, comme elle a été portée par lui, elle est exceptionnelle. Un mot pour terminer, comme chaque fois dans cette émission, sur Boualem Sansal, votre ami écrivain. Il y a eu une grande soirée de mobilisation cette semaine pour demander sa libération. Il est toujours dans les geôles algériennes depuis le 16 novembre. Il y a eu un discours assez joli de Kamel Daoud qui dit « Nous sommes ici pour contester les interprétations, rappeler l'injustice de son sort. Si nous cédons sur la liberté d'un écrivain, nous céderons sur notre liberté à imaginer. Et un jour, la prison de Sansal sera la nôtre, alors libérons-le. » Vous êtes d'accord, j'imagine? Oui, bien sûr. Je n'ai pas l'esprit grégaire, l'instinct grégaire, donc je ne suis pas allé à cette manifestation, mais j'étais de tout cœur avec tous ceux qui l'ont organisée, quelle que soit leur couleur politique ou leur subjectivité ou leur sensibilité. Je crains simplement que ce soit grave. Je crois savoir que Boualem est à l'hôpital. Oui, à nouveau. Et il n'est pas du genre à solliciter l'hôpital s'il n'a pas besoin d'hôpital. S'il a besoin de l'hôpital, c'est que ça ne va pas bien. Et j'ai des craintes. Et que peut faire le chef de l'État? Que peut faire l'État français? Que peuvent faire les envoyés spéciaux d'un chef de l'État, puisque de toute façon, l'Algérie dit très bien, on a une prise de guerre, là, on parlait de trésor de guerre tout à l'heure, on a une prise de guerre, on va la garder, puis on va vous faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Je n'exclus pas des négociations assez cyniques et sordides pour faire de telle sorte qu'un jour, on puisse dire, on va vous libérer, votre écrivain, mais vous nous aurez lâché ceci, cela, en douce. Et qu'une salle politique soit menée en loose day, là, pour faire de telle sorte que Boualem sorte un jour. Et j'espère qu'il sortira, et j'espère qu'il ne sera pas physiquement, psychiquement, psychologiquement abîmé. Je ne sais pas ce qu'on lui fait manger, comme médicaments, etc. Hein. Grande inquiétude. Et on réclamera, évidemment, chaque semaine... sa libération. Oui. On vous souhaite un joyeux Noël, Michel, puisque là, ça y est, on rentre dans la période des fêtes. Vous aussi, à tous ceux qui nous écoutent. Bien sûr, c'est un moment de réunion des familles, quand même. C'est un moment, même si on n'est pas croyant, c'est un moment quand même dans la temporalité de l'année qui est important. Oui, deux mots si vous permettez, parce que même si on n'est pas croyant, vous savez, on peut fêter le solstice d'hiver.
Et le solstice d'hiver, c'est la nativité nuit la aussi. plus longue et le jour le plus court. Mais en même temps, dès le lendemain, c'est le début de la lumière qui revient et qui va redonner un peu plus tard le solstice d'été. Et donc, c'est la vieille fête païenne du retour de la C'est lumière. ça, c'était une fête païenne. Une fête païenne, le bien sûr. solstice. Et donc, quand on remet une bûche, c'est juste pour dire que quand le feu commence à s'éteindre, et quand la lumière est en train de disparaître, on met une bûche et ça va permettre de reprendre de la lumière. Donc, D'où la bûche de Noël. d'où la bûche de Noël, c'est ça. On apprend des choses tous Voilà. les jours avec Mais vous. il y a toujours des sources païennes aux croyances chrétiennes. Bien sûr, mais les croyances chrétiennes structurent la France et son histoire millénaire. Absolument. Merci beaucoup Michel Onfray. C'était un bonheur Merci. d'échanger avec Moi vous aussi. pendant cette heure. On souhaite à nos auditeurs, nos téléspectateurs de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve début janvier, évidemment, pour Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1.